pour compléter la précédente vidéo qui porte sur la honte de la souffrance, la honte, c'est la clé de voûte de l'orgueil. L'orgueil se construit sur la honte. Et d'où vient la honte? Du viol. Du viol que nous avons tous subi dans l'enfance, du viol. Nous avons été violés dans notre être. Notre être a été violé et on a été transformé en chose, en objet, en instrument. Et c'est la honte de la victime qui, du fait qu'elle n'a pas pu crier et s'opposer à son abuseur, qui porte la faute de son abuseur. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la manière dont la peur s'introduit en nous. La peur, pas le fait d'avoir peur parce que tu vois que tu es en train de te promener, il y a un ours derrière toi qui arrive, t'as peur, tu vois, je te parle pas de cette peur, je te parle de cette peur qui est la peur qui est tout le temps à l'intérieur de nous. Pas de la peur moteur pour courir quand l'ours arrive, quoique après c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, parce que justement il vaut mieux se la jouer. Ouais, salut mon frère. Wow. Genre en mode justement j'ai pas peur, parce que sinon il te prend pour une proie. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, la peur qui t'habite tout le temps, qui te hante, elle est liée au fait que tu n'as pas pu exprimer justement l'émotion correspondante à ce que tu as subi. Parce que quand tu subis un viol psychique, tu assistes à quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, ton système psychique est perturbé, tu ne peux pas exprimer. Et c'est le fait que tu ne peux pas exprimer qui crée la peur. C'est la non-expression qui crée la peur. Voilà. La non-expression crée la peur. Et c'est justement le fait de ne pas avoir pu exprimer quoi que ce soit qui crée la honte, parce que du fait du silence, c'est comme si tu avais été complice de ce que tu avais subi. C'est vraiment un truc de fou qu'on subit tous. On ne comprend pas ce qu'on subit. Tout le monde a vécu ça. Quelque chose qu'il ne comprend pas, parce que les forces inconscientes dans l'adulte, c'est des forces de destruction. C'est des forces d'instrumentalisation. Et l'enfant qui est dans son être, il ne comprend pas. Comme le fait de dire, tu vois, mais c'est des petits trucs... ça commence par des petites choses, après c'est des choses plus graves, mais les petits trucs genre, dis au revoir en partant, dis au revoir. Mais pourquoi il faut dire au revoir? Je pars. C'est plein de petits trucs comme ça, qui sont des forces de conditionnement, d'instrumentalisation. C'est ça les forces inconscientes. Des forces qui transforment un être en chose, en objet, en automate, en robot, en Playmobil. Bon. Donc, tu comprends pas, parce que c'est pas logique, c'est stupide, enfin c'est pourquoi? Et tu t'exprimes pas. Donc par le silence, tu consens. Et par ce consentement, tu as la honte. Parce que tu portes la faute de ton bourreau à sa place. Voilà comment s'introduit la honte. Et la peur, du coup. Tout cela est lié à la non-expression. C'est pour ça que je m'attelle à insister sur l'importance de l'ego et de la création de l'ego, qui est liée à la capacité de dire non, à la capacité de s'exprimer, de s'affirmer, pour montrer que tu existes. Pour montrer que tu es, l'ego c'est le rempart de ton être. L'orgueil c'est le rempart de ton personnage, et l'ego c'est le rempart de ton être. Et il faut de l'ego. Tant que tu n'as pas d'ego, t'es une chose. Tant que tu n'as pas compris la nécessité impérieuse de faire respecter ton être, t'es pas en vie. Et
là où c'est un drame, c'est ce que je vais dire juste après parce que je vais aborder un sujet délicat, vous le verrez, c'est que l'enfant est vraiment le plus démuni qui soit. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas de vécu, il n'a rien, il ne sait pas parler. Et tout est fait pour lui faire croire qu'il fait mal s'il dit non aux forces d'instrumentalisation, et pourtant il le faut, donc qu'ils disent non. Donc il lui faut une putain de dose de colère, une putain de dose d'intensité, une putain de dose de foudre, de rage, pour s'opposer à ça. Que ces cris soient plus forts, plus puissants et plus pénétrants. Que toutes les paroles culpabilisantes de l'adulte qui veut le soumettre. Et là, cette énergie de révolte, de colère, est aux antipodes de tout ce que la bienséance, la bonne pensance, la morale, la spiritualité, les conditionnements du bien te font croire qu'il faudrait être. C'est à l'inverse en fait. Ce qui en tant que tel entraîne la coupure de l'individu avec lui-même, c'est la non-expression. La dissociation est produite par le fait que l'enfant ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. La subjugation entraîne un état de tétanie. Et cet état de tétanie coupe la capacité de l'enfant à s'exprimer, donc à extérioriser et donc à transformer une émotion. Quand tu as peur et que tu cries parce que tu as peur, dans ton expression, au travers du cri, tu transformes l'émotion de peur. C'est cela qui, en tant que tel, désigne l'état de créativité. C'est l'état de transformation au travers de l'expression de ce qui passe au travers de toi, de ce que tu ressens. Et l'inconscient se crée sur la base de la rétention. C'est pour ça que je définis l'inconscient comme un monde intérieur d'impression de sens. C'est-à-dire que ce sont des perceptions qui sont imprimées, mais qui n'ont pas été exprimées. Ce que j'appelle une bestiole, une parcelle de souffrance, c'est une parcelle de non-expression. Et là où ces bestioles se forment, au cours de l'enfance, c'est quand l'enfant ne peut pas exprimer sa peur, parce que du fait de la subjugation qu'il subit, son système psychique est perturbé, ses sens, le décodage de l'information liée à la sensibilité, parce que la sensibilité, c'est de l'information, c'est-à-dire que tu touches et tu comprends ce que tu touches par le fait que tu touches. Et le système psychique, c'est ce qui gère la transmission des données entre les sens et le décodage des informations et ensuite leur expression. C'est aussi lié à l'expression. Et le viol psychique est produit par une impossibilité d'effectuer
processus de réception de l'information et d'expression. Et l'inconscient donc se forme sur la base d'une impossibilité d'exprimer ce qui est ressenti, donc de traduire l'information qui a été perçue. Quand un cheval a peur, il court. Donc, il traduit au travers d'une expression qui est le fait de courir, sa peur. Mais dans le trauma, et plus particulièrement la subjugation, il n'y a pas de possibilité de traduire l'information qui est décodée. Et c'est là que la matière traumatique se forme et qu'il y a ces fameuses bestioles. Donc, les adultes n'arrivent plus à traduire leurs émotions. Et ils gardent en eux des masses d'informations non traduites, non exprimées. Donc c'est ce qui explique que leur comportement est complètement anormal et que pour un petit truc, ils vont faire une montagne. Cette montagne, elle est créée par cette masse de peur qui n'a jamais été traduite, c'est-à-dire qui n'a jamais été exprimée. Bon, en tant que tel, là je le dis de manière technique, mais c'est très simple. C'est juste le fait de ne pas avoir pu exprimer. Là où c'est subtil, c'est que il est nécessaire pour l'humain de vivre cela, car le fait qu'il ait un inconscient, le fait qu'il ait cette matière noire, c'est ce qui va lui permettre ensuite de devenir un créateur. C'est ce qui fait qu'il a une matière première, mais une matière invisible en lui, qui va lui permettre ensuite de se créer lui-même une... Mais putain, Loupia, tu me déconcentres. Elle n'a pas eu ses câlins après son repas du soir. Devenir créateur, ça veut dire devenir créateur de soi-même. Et s'il y a en nous cette matière noire, c'est inconscient. C'est pour que, dans son expression, devenir un être unique. C'est ça le processus d'individualisation. C'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est ça devenir créateur, c'est ça. C'est devenir créateur de soi-même. Et il n'y a pas de débouché professionnel. Tu peux pas avec ça épater la galerie en fait. Oui, je me crée moi-même. Hein, super. Et sinon, tu fais quoi? T'encules les mouches? Tu vois, ça peut pas se dire en tant que tel. Tu peux pas le raconter aux autres. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que tu peux pas raconter aux autres en fait. T'es comme un con, tu peux pas raconter aux autres. Parce que justement, tu sors de l'histoire, tu sors des histoires, tu sors des narrations. La seule chose, la seule personne à qui tu peux le dire, avec qui tu peux parler, c'est toi. Et si tu veux rencontrer ton être, tu vas devoir quitter le troupeau et le confort que t'amène le troupeau. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que les gens travaillent. Moi, je vois qu'il y a des gens qui bossent là. Et s'ils voulaient, ils pourraient ne pas bosser. Il y en a plein, ils pourraient ne pas bosser. Il y en a plein, ils ont les moyens de ne pas bosser, qui ont suffisamment de ressources pour même pas bosser et vivre une vie, vivre vraiment pour eux-mêmes. Mais ils le font pas, la plupart, parce que ils ont besoin de rester avec les autres, d'exister au travers du regard des autres, ce serait trop un abîme pour eux de vivre pour eux-mêmes. Donc ils savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, mais juste le fait d'être avec les autres, ça va, ça suffit.
ça les rassure. Ça les rassure. Et putain, mais tout ce que l'humain fait juste pour se rassurer, alors que... Mais c'est un truc de fou quand même quand tu regardes bien, parce que c'est des trucs des fois qui servent vraiment à rien, quoi. Et... alors que si il exprimait juste sa peur, putain... Parce qu'après, il y en a qui vont te dire « Ah ben heureusement qu'il y a des plombiers, hein. Heureusement qu'il y a des électriciens, hein. Tu ferais comment sinon ?» Même Bernard de Morel, il parlait un peu comme ça, genre « Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour, genre, en gros, faire ce boulot, faire ci, faire là. » Mais moi, j'ai envie de dire « Mais non ! C'est le jour où il n'y aura plus d'électriciens, il n'y aura plus de plombiers, il n'y aura plus... que chacun devra se démerder à se démerder pour se construire soi-même sa maison, à se faire soi-même ses vêtements, à tout se réapproprier. Mais bon, après il y a les absolutistes, ceux qui sont à fond extrémistes, qui veulent le faire maintenant, mais ils n'ont pas compris que c'était le plus important, c'est d'abord la connaissance de soi. Donc c'est pas bon, bref. Mais c'est le jour où on en sera là que et ce sera intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de faire une maison pour selon les normes selon lesquelles il faut faire une maison. Parce que les normes des bestioles sont les normes des bestioles, mais les normes de l'être, c'est pas du tout la même chose. Parce que les normes de l'être, elles sont uniquement liées à l'état de créativité lui-même. En fait, l'être, il habite sa créativité. Comme quand, tu vois, tu pars marcher pendant des jours, tu as ton équipement, tu as tout ce qu'il faut, tu habites pas dans une tente, tu habites dans la marche, tu habites dans le mouvement. Tu habites dans les petits espaces que tu crées, mais après, tu changes. Quand tu habites ton être, tu peux habiter partout. Et il faut qu'on s'habite nous-mêmes. C'est ça le problème, pourquoi il y a des gens qui font des maisons. Parce que les gens n'arrivent pas à s'habiter eux-mêmes. Alors on ne peut pas vivre comme les animaux, parce qu'on a une peau tellement sensible. C'est là qui est bizarre aussi, c'est qu'on est hyper sensible à la moindre chose. Et il y a le siècle dernier... les humains étaient beaucoup plus robustes. J'ai retrouvé une paire de chaussures, là, c'est une semelle en bois, avec un bout de cuir, et des clous plantés en dessous. Voilà, c'est ça. C'était ça les chaussures avant. Voilà, aujourd'hui, c'est plus ça. On est devenu hyper sensible. C'est-à-dire qu'on a une proximité beaucoup plus grande avec cette matière traumatique. Parce qu'avant, les gens, c'était des durs. C'était des durs, mais ils en avaient plein de la matière traumatique. Mais ils ne la faisaient pas remonter. Ils étaient durs. Et aujourd'hui, tu dis un mot de travers et tu déclenches une guerre. Tu déclenches une apocalypse. Mais le problème, c'est que c'est encore trop joué. C'est que les gens jouent. Ils jouent les bouleverses, ils jouent à la boule, ils jouent l'apocalypse, voilà. Il faut croire qu'ils sont bouleversés. Ils te font croire qu'ils sont bouleversés alors qu'ils ne le sont pas. Quand tu es vraiment bouleversé, tu ne fais pas croire que tu es bouleversé. Quand tu es vraiment bouleversé, quand tu vis vraiment une apocalypse intérieure, un effondrement intérieur, tu n'as pas la présence d'esprit d'aller créer le quelconque effet sur l'autre. S'il y a dans l'être humain toute cette folie, c'est que toutes ces peurs, c'est qu'à un moment donné, il a cessé de crier la peur. Il a cessé de pousser des cris de peur. Et tous ces cris de peur qui sont jamais sortis, eh bien, lui crée un inconscient complètement délirant, complètement fantasque, qui lui empêche d'avoir une vie simple. Et dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la honte que nous inspire notre souffrance, de la honte que nous inspire notre peur. J'ai dit que, bon, pour les hommes, c'était lié au tabou de vouloir de passer pour une tapette, mais ce qui est encore plus ancré dans l'être humain, c'est que
s'il a honte, s'il veut pas montrer sa souffrance, enfin s'il veut pas accueillir sa souffrance et ses peurs, c'est qu'en fait, il veut pas être oh putain loupiote. Il a peur, c'est la peur de la créature, il a peur d'être rejeté du troupeau. Parce que dans un troupeau, un animal malade, ça veut dire qu'il va être en proie plus facilement aux prédateurs, qu'il va être un poids pour les autres. Les gens ne veulent pas être des poids pour les autres. C'est ça qui est ancré en l'intérieur de nous, c'est que tu ne veux pas être un poids pour les autres. Donc c'est pour ça, pour faire perdurer le troupeau et par instinct de survie, tu vas dissimuler cette souffrance pour faire perdurer le troupeau. Mais là où l'humain se trompe complètement, c'est que en cachant sa souffrance, ce qui se passe, c'est que sa souffrance est toujours en lui et elle contamine les autres. Et en plus de ça, pour donner une analogie, quand tu as une plaie, si tu mets un pansement dessus, c'est là qu'il y a tous les parasites, enfin, toutes les saloperies qui vont se développer. Le couvercle, le pansement, c'est ce qu'il y a de plus sale. Ça fait un effet de serre, ça compacte, ça fait du gaz, ça fait de la chaleur qui fait développer tout un tas de saloperies. C'est pas sain du tout en tant que tel. Donc, il y a un énorme travail à faire de déconditionnement vis-à-vis de cette peur de la créature ou de cette peur de l'animal qui ne veut pas montrer sa souffrance pour ne pas être éjecté du troupeau. C'est pour ça que je dis que cette souffrance, elle doit être accueillie dans la solitude, dans l'intimité de la solitude, afin que afin que cette peur de contaminer le troupeau soit désamorcée, puisque tu es tout seul. Ensuite, j'ai constaté aussi, ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo, du fait que souvent les personnes qui ont du discernement et qui qui veulent le meilleur, vont refuser de parler de leur souffrance, de peur d'alourdir les autres, de peur de plomber les autres. Mais, encore une fois, cette matière de souffrance, elle est là, et elle se ressent. Elle se ressent. Très peu de personnes sont réellement tranquilles, en fait, dans ce monde. Les gens ne sont pas tranquilles. Ou alors, ils se créent un personnage de tranquille, mais de personnes qui sont réellement bien en elles-mêmes, il y en a très peu. La plupart des gens réagissent avec une surémotivité à la moindre perturbation, ou alors ils sont totalement anesthésiés, comme moi je l'ai été, c'est-à-dire que pendant longtemps je réagissais pas au bruit, enfin si, j'étais quand même hypersensible au bruit, pendant longtemps j'ai été hypersensible au bruit. L'hypersensibilité au bruit. Très intéressant. Parce que j'ai été pendant longtemps hypersensible au bruit, genre par exemple surtout les bruits de chantier et les bruits de gens en soirée. Genre quand j'étais en ville, je supportais pas qu'il y ait d'entendre les gens qui gueulent en sortant de soirée, les gens bourrés, tout ça. Les gens qui gueulent, ah putain mais ça me rend dingue. Et les bruits chantiers, le truc mécanique, genre le boum, boum, boum. Et bien sûr, tout ce qui est musique binaire. Genre boum, 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 boum. Ah non, mais ça, mais. Oh, mais c'était une torture. Et c'était tellement une torture que je m'étais acheté un casque anti-bruit. Mais ça m'écrasait la tête. Mais je supportais pas. Et. Cette hypersensibilité au bruit, maintenant je la comprends. Je comprends d'où elle vient, parce que là je réagis plus du tout. Enfin, genre, si j'entends des enfants qui crient, ou des enfants qui
tape ou machin, ça me fait plus que ça a pu me faire avant. Oui, parce que j'étais aussi sensible aux cris des enfants et aux cris des enfants qui tapent, qui font des trucs agressifs dans la forme. Et pourquoi? Parce que c'était en fait ce que j'avais pas pu exprimer. Tous ces cris, tous ces bruits en tant que tels, ces bruits, ces sons en fait, c'est ce que j'avais pas pu sortir de moi du fait de ce que j'avais subi. Donc là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a subi? Ah, bah j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie d'entretenir la narration du truc. De toute façon, on a tous été violés psychiquement d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, c'est le son qui n'a pas pu sortir qui fait que tu as cette hypersensibilité au moindre bruit. Parce que normalement, eh bien, la moindre agression, c'est-à-dire la moindre attitude anormale d'un adulte inconscient sur nous, face à ça, on aurait dû répondre en faisant beaucoup de bruit. Bon, bah, je donne l'exemple de ma situation. Je vois les 2 amants de ma grand-mère qui lui pissent dessus, alors que j'ai 7 ans et que j'assiste à cette scène. C'est des adultes qui font ça entre eux, sans rien dire, dans le silence, dans la complicité. La réponse normale, ça aurait été un grand bruit. Ça aurait été un grand cri. Et ça aurait été, de ma part, de les pousser, de les insulter. Mais comme j'ai pas pu le faire, vu que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, ben voilà, toutes les bestioles, elles sont rentrées en moi. Et après, les bruits, j'étais hypersensible. Ou d'autres vont devenir accros à des musiques très bruyantes, ou des musiques hyper agressives, pour entendre des sons qui crient à leur place parce qu'ils n'y arrivent pas à crier. Pourquoi il y a des gens, c'est ça, c'est genre qui vont en teuf, boum, 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 boum. Et là, ils y trouvent une sorte de purge là-dedans. Parce qu'ils ont plein de violence en eux. La musique mécanique, le boum, 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 c'est la musique de la machine, la musique de la chose, de l'anti-être. Et en fait, quand tu as été transformé en chose, mais que tu t'es pas rebellé à ça, tu vas te nourrir de musique anti-être, en fait. Tu vas te nourrir de musique mécanique pour avoir ta dose de destruction afin de pouvoir continuer d'être complice de ta condition de chose. Moi, j'aime écouter la musique qui m'inspire la révolte, qui m'inspire la... Même, j'écoute du baroque italien, vous allez me dire, c'est pas de la révolte, mais la vie, c'est de la révolte en tant que telle. La vie, c'est... T'écoutes du baroque italien, c'est comme un cheval qui prend le galop. Un cheval qui prend le galop, c'est de la révolte. C'est un mouvement intérieur pour déplacer une masse, tu vois. C'est que de la révolte. C'est la révolte de la vie. Mais quand tu te complais dans des musiques mécaniques ou des musiques romantiques ou des musiques... Ah, tu veux continuer d'avoir ton shoot de destruction. Au départ, je ne savais pas pourquoi ça m'énervait toutes ces vidéos qui sur les hypersensibles, les empathes, j'étais là, mais en fait, c'est monstrueux tous ces trucs. Ça nourrit l'orgueil parce que l'hypersensibilité, en tant que telle, c'est pas normal. L'hypersensibilité, c'est lié au fait que tu as ta matière traumatique qui est ravivée au moindre son. T'entends un bruit de fracas, t'entends un enfant qui crie ou qui tape sur des tôles et on va dire, ah, c'est de l'hypersensibilité. Non, c'est de l'hyper maladie en fait, c'est de l'hyper remontée de matière traumatique. C'est pas de l'hypersensibilité. C'est de l'hyperfragilité. Quand plus tu purges cette matière et plus tu apprends à être transformé, moins tu es affecté par les perturbations extérieures. Moi, j'aime bien parler avec les gens en colère, avec les gens qui ont la rage.
Et je peux comprendre que ça puisse affecter certaines personnes, notamment par exemple quand il y a une personne qui est en colère sur les mensonges d'État, les choses comme ça, parce que moi à une époque je l'ai été. Et j'affectais plein de gens. Et j'étais encore plus en colère que les gens soient affectés par le fait que j'avais des colères logiques. Enfin, c'est normal d'être en colère contre le mensonge. Et je ne comprenais pas pourquoi on me reprochait d'avoir cette colère. Mais aujourd'hui, je peux comprendre, parce qu'en fait, c'est la matière traumatique des gens qui t'écoutent qui est ravivée. Ils ne supportent pas la colère. C'est un truc qu'il y a plein de gens qui ne supportent pas, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont jamais allés voir toutes ces peurs qu'ils ont gardées en eux, qu'ils n'ont jamais exprimées. Mais moi, quand j'écoute quelqu'un qui est en colère sur quelque chose, je le vois monter en vibration. Donc, je vais avoir une conversation qui va être vive. Oui, et puis il y aura de la profondeur parce qu'il y a forcément une raison pour laquelle cette personne est en colère. Donc, tu vas aller sur cette raison et là, tu vas apprendre à connaître la personne et il va se passer quelque chose. Il va y avoir un déroulement. Tu vas apprendre à connaître cette personne dans ses profondeurs directement, de pourquoi elle est en colère. En fait, tu tisses un lien humain. Et après, ça crée une confiance. Et ceux qui se mettent jamais en colère et qui font style, bah, au final, il se passe jamais rien. C'est superficiel et tu te fais chier et c'est bizarre, quoi. Mais quand tu as trop d'émotivité, tu as trop de matière traumatique, tu peux pas supporter l'état de colère. Donc en fait, tu peux pas créer d'échange. Tu peux pas vraiment créer d'échange humain avec l'autre. Et j'ai connu une période comme ça dans ma vie où on avait rencontré une personne très charismatique. Un mec comme ça, c'était un ogre, il était immense, énorme, il vivait dans la forêt, dans une toute petite maison, c'était un ogre. Et tout était démesuré avec lui. Et il poussait des cris, il parlait très fort, il se mettait en colère, en même temps il riait, c'était gargantua le mec. Mais à côté de Depardieu, c'est un schtroumpf. Parce que Depardieu est dans la figure de style. Lui, c'était réel, c'était vraiment un vrai ogre. Et je sais qu'il y a certaines personnes, ça peut les écraser, ou elles peuvent se sentir pas trouver leur place. Mais moi, c'est face à des gens comme ça que j'ai senti le plus d'humanité. Et j'ai pu le plus exprimer de choses vraiment profondes. Parce que il n'y avait plus de place dans ces excès. Il y avait plus de place au faux semblant ou surtout à la honte, en fait. Il n'y avait plus de place à la honte. Il n'y avait plus de place à la comédie. Tu vois, face à un ogre, tu peux pas faire la petite meuf, tu peux pas lui la faire à l'envers, au gars. Si t'as pas d'humanité, si t'as pas d'individualité, bah en fait, tu vas juste fermer ta gueule et tu vas apprendre, tu vas le regarder. Comme moi, ça avait été mon cas à l'époque. J'étais encore trop coupée de moi, mais je pouvais plus faire ma fière. Je pouvais plus faire semblant, j'étais obligée de prendre des notes. De le regarder vivre, de le regarder être et de dire ah oui, c'est ça du coup, quand tu oses être, ça prend cette ampleur-là, ça prend cette dimension. Ah ouais. Et ce gars qui était dans l'être, il s'était battu pour y arriver. Il avait eu plein de souffrances, il avait dû exprimer beaucoup de choses. Et il nous en avait parlé, de tout ce qu'il avait enduré. Et il était arrivé à un état de rien à foutre, tellement fort qu'il était libre. Et les gens de l'extérieur diraient, lui, il en a rien à foutre de tout. Mais pour arriver à ça, fallait voir ce qu'il avait vécu. Hein. Parce que d'arriver au rien à foutre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'arriver au rien à foutre et de tenir sur ses deux jambes, d'être entier, d'être plein de vie, pas d'être une loque. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, d'arriver au rien à foutre sans se dégrader, en continuant de se développer.
enfin de se développer, de vivre pleinement sa vie tout simplement, c'est un putain de taf. Faut savoir envoyer chier du monde. C'est sûr quand tu fais 2 mètres et que t'es énorme, c'est t'as le gabarit qui va avec. Quand t'es plus petit, c'est difficile parce qu'il ne faut pas rentrer dans un truc de compensation comme font souvent les petits, essayer de se grandir faussement, de faussement se grandir, mais trouver sa justesse, et ça tu peux le faire que toi avec toi, parce que quand tu le fais avec les autres, il y aura toujours tes blessures qui se raviveront, qui viendront essayer de compenser quelque chose pour te donner, te faire croire que c'est bon, tu as la face pour garder la face, mais en fait tu l'as pas du tout la face. Donc, pourquoi est-ce que ces cris de peur, on n'ose plus les pousser? Il n'y a que dans l'expression qu'il y a une transformation possible. C'est pas possible dans la compréhension mentale et dans la réflexion. Hein. Ah oui, j'ai compris par rapport à mes peurs. Non, il n'y aura rien qui se passe. Encore pire, ça va te figer encore plus la pensée. Et c'est dur d'aller ressentir toute cette peur enfouie quand tu es avec les autres. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Tu es obligé à un moment donné de te retrouver seul pour sentir toute cette peur arriver, pour la sentir arriver. Et pour te dire, voilà, là c'est le moment. Enfin, je vais pouvoir aller pousser mon cri de peur. Quand tu vas chez le psy, tu es dans le monde du psy. Tu es dans le monde de la psychanalyse. Tu es toujours dans un autre monde que le tien. Et quand tu dis, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, quand tu as besoin de dire aux personnes avec qui tu vis, bon, je vais passer 2 semaines seule. C'est très dur parce que justement, tu as cette peur de l'animal, tu vois, qui s'isole pour aller mourir. Tu vois, mais ça va, ils vont vouloir te récupérer dans le troupeau. Non, t'isoles pas, tu vas aller mourir. Non, surtout pas. Très peu de personnes seront là pour te soutenir. Ouais, c'est bien, vas-y. Sans condescendance, bien sûr. Oui, je comprends que tu as besoin de te retrouver seule. Oui, non, sans condescendance. Avec profondeur. Parce que très peu de personnes sont passées par là. Très peu de personnes se sont rencontrées. Mais une personne qui se connaît elle-même, elle a vu toutes ses peurs. Et elle sera là pour te soutenir. Mais il y en a très peu dans ce monde, des gens comme ça. Donc, faut accepter de pas être soutenu par personne. Et d'affronter cette sensation d'être cet animal qui s'éloigne pour mourir. Il y a une sorte, de truc genre, putain, je m'éloigne dans mon coin pour mourir. Mais si tu veux trouver la vie, il faut traverser la mort. Et ce que je vais dire après, c'est que tous ces spirituels qui parlent d'ascension, ce sont des perchés, ils n'ont rien compris. Rien compris. L'ascension, ça veut dire la fuite, ça veut dire le fantasme dans un truc, c'est le perchage. Il faut descendre. On est venu toucher au réel, toucher à la terre, donc c'est en bas. C'est tout ce qui va en bas, tout ce qui descend, c'est là où tu t'engouffres. Moi, il y a un livre qui m'a bouleversée, c'est La mort suspendue. C'est un jeune homme qui est parti avec son compagnon en montagne dans la cordillère des Andes quand il avait 21 ans. Et en fait, il a eu la jambe cassée et comme son compagnon de cordée, il ne l'entendait pas, il ne savait pas, au bout d'une journée, il a pensé qu'il était mort et il s'est dit, bon, il faut que je coupe la corde, sinon moi, je vais mourir aussi. Donc il a coupé la corde, le gars est tombé, il n'était pas mort, il avait juste la jambe cassée. Il s'est retrouvé dans une crevasse, il a essayé de remonter pendant 2 jours. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas remonter et que l'ascension s'était foutue, il s'est dit, j'ai plus qu'à descendre. Et là, il a commencé à s'engouffrer dans un trou noir, glacial. Il a rampé comme ça, pendant je ne sais plus combien d'heures, jusqu'à enfin trouver un petit filet de lumière. Et il est sorti. Il est sorti en s'engouffrant dans le fond de la crevasse. Vous voyez, le
La pulsion de vie, c'est d'accepter de traverser cette pulsion de mort. Mais quand t'as ta fierté, ton orgueil, non, tu veux garder la face. Mais jamais. Tu voudras affronter ça, mais sauf que la mort, elle sera en toi tout le temps. Cette matière de peur qui est en toi, elle sera en toi tout le temps, elle te pourrira ta vie. Qu'à un moment donné, il faut se dire, allez, je vais aller le traverser, ce rideau de la mort, là. Ce rideau de l'illusion, là. Je vais le traverser, je vais me retrouver seule. Pour observer ce qui remonte, là, ce qui émerge, et exprimer ce que j'ai jamais pu faire, enfant. Du fait que j'avais été subjuguée, du fait que mon système psychique n'était pas formé, du fait que j'ai été comme Loupiote, elle touche le fil et elle comprend rien. C'est exactement ça qui s'est passé. Là, Loupiote, elle est encore pas remise. Parce qu'elle n'a pas compris. C'est pas que la décharge électrique était trop forte. Je l'ai touché le fil, c'est pas fort. C'est qu'elle n'a pas compris. C'est ça qui l'a traumatisée. Et c'est pour ça que, du fait qu'on n'a pas compris ce qu'on voyait, comme ce que je vais parler juste après, des parents qui s'amusent avec une application à se transformer leur tête en cheval, ils traumatisent leurs enfants et ça les fait marrer. C'est ouf. Le gamin, il comprend pas. C'est juste le fait qu'il comprend pas qui génère en lui le plus de matière noire. Et ça, faut pouvoir crier ça. Cette peur de l'incompréhension. Ce truc... Sinon, c'est en toi toute ta vie, tout le temps. Et t'es un petit reptilien. Comme ça, tout le temps. C'est la dernière fois que je parle de ce dont je vais parler. J'ai reçu un message sur la précédente vidéo où une personne me reprochait de ne pas parler de pédophilie, puisque j'abordais le sujet de la sexualité sans parler de pédophilie. C'est la dernière fois que j'utilise ce terme, pédophilie. Le pédophile, ça veut dire celui qui aime les enfants. Comment se fait-il que vous utilisiez ce terme pour désigner les adultes qui violent les enfants? Toutes les personnes qui sont engagées dans les combats pour lutter contre la pédophilie sont des personnes extrêmement malsaines qui ont énormément de choses à se reprocher. Il faut commencer par montrer en quoi utiliser ce terme nourrit la perversion. Un adulte qui viole un enfant, c'est un adulte inconscient qui est sous emprise d'une bestiole, d'une entité, d'un démon, et qui veut détruire l'enfant, qui veut lui voler sa vie par jalousie. Donc, c'est pas de la pédophilie. C'est plus de la pédophobia ou de la pédojalousie ou de la pédo je sais pas quoi. Et le terme pédo, déjà, je l'aime pas. Parce qu'il va dans le sens d'un adoucissement de la chose. Je ne parle que de ça dans mes vidéos. Je ne parle que du viol. Le viol. Nous avons tous été violés dans l'enfance. Nous avons tous été violés dans notre être par les forces d'instrumentalisation, à savoir les forces d'inconscience qui sont passées dans nos parents. Aucun être humain sur Terre n'est mauvais. Même Hitler n'était pas mauvais. Il voulait le rayonnement de la Grande Allemagne. Cependant, Hitler était inconscient. Ça veut dire qu'il ne s'appartenait pas à lui-même, il appartenait à ses forces d'inconscience, à ses bestioles, à ses... Peu importe les termes que vous utilisez. Il est là le problème. Le problème est lié au fait que l'humain est inconscient. Hier, je discutais avec des gens, là, et on déconnait, on parlait de l'effondrement. Est-ce que le système pourrait s'effondrer, et qu'est-ce que vous feriez si le système s'effondrait? Ils m'ont répondu, ah ben moi je deviens le roi de la vallée, j'ouvre un harem, et je passe ma journée à niquer des nanas. Voilà ce qu'il y a dans l'inconscient des gens. Maintenant, je les vois aussi, ceux qui sont là, à juger les comportements inconscients des autres. Oh là là, non mais vraiment, c'est des barbares. Ce sont des personnes qui ont énormément de choses à se reprocher, parce qu'au travers du jugement, elles veulent s'acheter une conscience. La conscience n'a rien à voir avec la morale ni le jugement, de bien ou de mal. Si tu juges l'autre, t'es dans la morale, t'es pas dans la conscience.
La conscience, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des bonnes choses. Et surtout pas d'avoir ce besoin de se rendre irréprochable aux yeux des autres. Il n'y a rien de plus louche que ça. Moi, je préfère le mec qui assume de dire, bah voilà, j'ouvre un harem, je nique des nanas, voilà ce qu'il y a dans mon inconscient, voilà ce que je ferais si j'avais des pleins pouvoirs, que celui qui est là et qui dit, non, non, moi, je ferai tout bien comme il faut, qui oublie de dire qu'il est aussi une grosse pourriture, qu'il a de la pourriture à l'intérieur. Et pourquoi l'humain, il fait de la merde? Ben parce qu'il a de la pourriture, parce qu'il s'en occupe pas de sa pourriture. Alors après, il y a tous ceux qui croient qu'il faut se guérir, hein, ou se purifier. Ceux-là sont encore plus malsains que les autres. Ils ont tellement honte de ce qu'ils ont à l'intérieur de leur pourriture qu'ils veulent mettre un coup de Roundup de Javel pour tout enlever. Mais là, tu nourris la honte en faisant ça. Donc vous comprenez ce que ça veut dire devenir créateur? Ça veut dire que tu utilises ta pourriture et tu fais quelque chose avec. Déjà, tu commences par la mettre en lumière. Parce que si on a de la pourriture et de la souffrance, c'est pour qu'on puisse enfin parler de manière sincère. Parce que ce qui manque dans ce monde, c'est de la sincérité. Les gens recherchent la vérité, bah vous trouverez le mensonge. Par contre, la sincérité, ça vous en est incapable parce que vous avez honte de vous-même. Honte de vos peurs. Sauf que la souffrance et la peur, c'est le seul moyen de choper cette fréquence de sincérité. Et une fois que tu l'as chopée, cette fréquence, là tu peux devenir créateur parce que tu transformes ta matière noire. C'est ça la création. La mise en vibration, donc la mise en mots de nos mots, M-A-U-X. Si vous ne le faites pas de vous-même, d'exploser votre orgueil, si vous vous mettez pas à vivre votre apocalypse en allant au cœur de votre souffrance et de vos hontes pour les exprimer, c'est la vie qui va vous faire vivre votre apocalypse, ça va faire mal. Soyez intelligents. Prenez les devants. Enlevez votre masque. En plus, Macron avait dit qu'il faut enlever son masque, maintenant c'est fini. Vous écoutez pas ce qu'on vous dit ou quoi? Le plus important, c'est d'établir un dialogue avec soi. Moi, n'importe quel sujet, je peux en parler, j'aime en parler, pour qu'il puisse y avoir ce dialogue, cette profondeur. Mais très vite, la personne, elle s'embarque dans le truc qui est hors sujet, genre. Tu parles d'un sujet et elle va faire son petit caprice sur le sujet. Ah, bah moi, j'aime bien ça. Ah oui, ah, mais j'aime bien. Tout sujet est intéressant. Les vêtements, par exemple, s'habiller. Oh, bah moi, j'aime bien. Ah oui, oui, j'aime bien les vêtements parce que mon orgueil, il aime bien les vêtements. Tu veux pas parler du sujet en tant que tel, dans sa profondeur. Tu veux récupérer le truc comme si t'étais éternel, comme si t'étais un espèce de petit roitelet ou de petite reine pourrie d'orgueil. T'as que ça à foutre de t'enorgueillir avec tes fringues et tes bijoux et tes machins. Le problème, c'est que l'humain, il arrête de créer. C'est quand il arrête de créer qu'il devient une pourriture. Plein d'orgueil, plein de vanité. Et après, il ose dénoncer la pédophilie. Et il utilise le terme pédophilie. Putain, mais faut avoir quoi? Faut avoir un paquet de merde dans le cerveau pour utiliser ce terme pour désigner un adulte qui viole un enfant. C'est-à-dire qu'il veut dénoncer un truc, la chose la plus abjecte qui soit, le viol de l'enfant, ce qu'il y a de plus destructeur, il ose utiliser un terme qui désigne l'amour. Mais vous êtes con en fait. Le problème c'est que votre matière traumatique, elle vous rend débile. Complètement con. Toi tu veux être dans la pleine conscience et tout. T'as deux tensions. Comment tu veux y arriver? La conscience, c'est comme l'intelligence, c'est agressif. C'est un état de présence. Le truc, c'est que pourquoi quand ça monte en vibration, pourquoi tout le monde s'excite et moi, oh, on se calme, oh non, on se calme, surtout pas. Parce que les gens ont tellement de torpeur à l'intérieur que le moindre mouvement, ça les fait flipper. La moindre agitation, les animaux, les enfants qui courent, qui crient, oh, on se calme. Tu veux pas voir que t'es traumatisé, t'es un paquet de matière traumatique. Hier, Loupiote était traumatisée parce que elle a pris une châtaigne et en fait, elle n'arrivait pas à sortir de sa torpeur. Châtaigne, ça veut dire qu'elle a touché le fil électrique et elle a hurlé. Elle n'a pas compris. C'est surtout qu'elle n'a pas compris en tant que telle, parce que c'est pas que c'est douloureux, c'est que quand tu comprends pas, ça fait un viol de ton système psychique.
Donc elle a eu un espèce de mini-trauma. Et je vais arrêter mon truc. Elle n'arrivait pas à sortir sa torpeur. Bon, moi j'étais en mode, bon, loupiote, ça va, je faisais des câlins, je donnais un petit truc, un petit bout de viande, je lui fais, voilà, des petites attentions comme ça et tout. Ça ne passait pas, elle ne sortait pas de la salle de bain, elle restait enfermée dans la salle de bain. Et en fait, j'ai eu de la visite de gens qui avaient un husky. Et c'est un mâle entier qui court dans tous les sens, qui rentre, qui a rien à foutre, qui fait sa vie. Et en fait, il est venu jouer avec elle. Alors au début, elle voulait pas trop. Alors ils étaient là, non mais laisse-la tranquille et tout, machin. Puis finalement, on était en train de discuter, on n'a pas fait gaffe. Et donc il est rentré dans la maison et ils ont commencé à jouer. Et là, elle s'est vraiment pris au jeu, mais il lui rentrait dedans, hein. Il lui rentrait dedans, il lui montait dessus, il lui mettait la patte, il faisait des trucs un peu, alors je sais pas si c'est un peu agressif ou autre, mais il a vraiment rentré dedans. Et là, Loupiote, elle est sortie, et elle avait le smile. Et j'ai vu à son énergie qu'elle était plus dans sa torpeur. Quand elle est dans sa torpeur, elle est comme, on dirait qu'elle est éteinte en fait. Elle a la queue entre les jambes, comme quand il y a l'orage, elle est... c'est terrible. Et là, elle était rayonnante, elle prenait toute son ampleur, en fait, elle se déployait, et surtout, elle avait le smile. Et après, elle était contente, et après, elle était sortie du truc. Elle était sortie de la torpeur. Elle était sortie de l'enfer. Grâce au chien, qui lui est rentré dedans, qui a insisté. Parce que quelque part, s'il a forcé à jouer avec, c'est qu'il a senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais pour sortir quelqu'un de sa torpeur, faut pas aller dans le sens de ces bestioles. Moi, j'allais dans le sens de Loupiote, je voulais donner à manger et tout. Ça ne faisait rien, ça. Et si le chien l'avait pas confronté ou bouleversé ou un peu... Voilà, eh ben, elle aurait passé la soirée dormir. Elle aurait dormi toute la nuit là-dedans, le lendemain, comme ça. Alors que là, après, c'est fini. Elle était sortie, elle était sur le canapé, elle était dehors. Et puis voilà, elle avait zappé. Elle avait complètement zappé. Elle avait évacué, en fait. Ah bah tiens. Et quand tu veux toujours que ce soit calme, allez, surtout pas déranger personne, surtout pas ben en fait, tu entretiens tout ce qu'il y a de plus malsain. Il n'y a que dans les chocs, les confrontations, que cette matière, qui est si longtemps rétentionnée, et qui se transforme ensuite en peur, en torpeur, en truc qui fait que tu supportes plus personne, tu supportes plus la moindre agitation, parce qu'il y en a, après t'arrives à 80 ans, 70 ans, tu supportes plus le moindre bruit. Un chien qui passe... Un enfant qui prend un objet, qui le casse. Il a cassé! Oui, il a cassé un objet. Eh ben oui, un objet. Les enfants, ils cassent des objets pour montrer. Et regarde, les objets, on s'en fout. On s'en fout des objets. Le jour où tu commences à t'attacher à tes objets, oh mais je l'ai cassé! Bah, c'est que t'es devenu un objet, en fait. Et aussi, autre chose, c'est que quand tu fais ce protocole de confrontation... où tu inverses le rapport de force, comme j'en ai répété, je l'ai répété plusieurs fois, là je ne vais pas le redire parce que ça va venir vraiment lourd, mais c'est important pour soi, pour sa dignité, parce que de dire voilà je le fais pour ma dignité, d'ajouter en complément, parce que tu peux quand même avoir de la culpabilité de faire ce que tu fais, et te dire attends mais moi je suis rien, j'ai rien fait, surtout si tu confrontes quelqu'un qui genre a beaucoup d'argent, a travaillé toute sa vie, et puis en général, les gens utilisent ça comme argument. Moi, j'ai beaucoup travaillé, hein. J'ai été un esclave pendant 40 ans, tu vois. J'ai beaucoup d'argent, j'ai fait ci, j'ai fait là, et gna gna gna. Et toi, imagine, t'as pas fait tout ça, t'as pas fait tout ce que cette personne a fait. Parce que justement, t'avais trop de dignité pour te mettre en esclavage. Eh ben, tu peux dire, j'ai aucune leçon à recevoir d'une personne qui préfère les choses, le monde des choses et de l'avoir, et le monde du paraître au monde de l'être. Moi, j'ai choisi le monde de l'être. Donc, toi, ta culpabilité d'avoir choisi le monde du paraître et de l'avoir et de la superficialité, ça te regarde. T'as fait le mauvais choix, ça te regarde. Moi, j'ai fait le bon choix. Bam, bam, bam! Si t'as envie si t'as pas envie d'être un esclave, si en l'apparence ta forme c'est d'être un peu quelqu'un qui a pas de propriété, t'as pas de propriété, t'as rien à toi, t'es locataire,
tu préfères prendre le temps qu'il faut pour comprendre en profondeur pourquoi tu fais les choses plutôt que de t'embarquer comme un con dans les trucs. Des fois, ça peut prendre des années, hein. Et la connaissance de soi, ça prend des années. Une psychanalyse, c'est censé durer minimum 2 ans et demi. Et encore, je trouve que c'est pas beaucoup, 2 ans et demi. Mais ça met du temps. Donc, pendant que tu es dans ce processus, tu vas pas forcément faire beaucoup de choses dans la matière. Ça veut pas dire que tu ne feras pas plus tard. Mais tu prends le temps qu'il faut. Et quand tu as de la dignité, tu protèges ta sensibilité. Donc, forcément, tu vas parfois avoir besoin de t'isoler. Mais en fait, les forces d'instrumentalisation vont te faire croire que ce que tu vis à un moment donné, tu le feras tout le temps en fait. Que tu ne bougeras pas, que ça c'est... qu'en fait, tu es quelqu'un de replié sur toi, quand bien même ce serait juste un passage. Elles vont toujours trouver le moyen de te faire culpabiliser de tes choix. Et donc, c'est pour ça que c'est important de poser des choses claires comme ça en disant « Moi, j'ai choisi le monde de l'être. Et si toi, t'as fait le mauvais choix, ça te regarde. » Parce que le temps de sortir de tous ces conditionnements, de pouvoir réellement s'écouter, au sens littéral du terme, c'est un travail en tant que tel qui prend du temps. Et si tu n'as pas suffisamment d'ego, de capacité de t'affirmer, l'influence des forces d'instrumentalisation extérieure feront tout pour te remettre dans le moule et te faire croire que ce que tu fais, c'est, alors justement égoïste, mais c'est justement égoïste. Ego égale conscience de soi. Si quelqu'un te dit ce que tu fais, c'est égoïste, tu fais oui, c'est égoïste. L'ego désigne la conscience de soi. Celui qui ne peut pas s'aider lui-même ne pourra pas aider les autres. La meilleure façon d'aider les autres, c'est d'abord de commencer à s'aider soi-même. Et comme toi, t'en es incapable, tu me fais porter ta culpabilité. Je te vois. Une personne qui est mal dans sa peau ne peut pas aider les autres. Elle ne peut que les instrumentaliser. Sous couvert, bien sûr, du bien, à chaque fois. Et ça demande une sacrée, non pas paire de couilles, hein, de vivre pour son être. Ça demande d'avoir les tripes bien accrochées et d'avoir la langue bien ferme. D'avoir la parole bien ferme. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là? Pauvre con. Oui, je l'ai connu à la ferme. On était des cow-boys. On vivait à la ferme, ça n'a rien d'étonnant. Merci, c'est très agréable. Non, mais c'est vrai, je me fais engueuler devant des journalistes qu'on connaît même pas. Oh. C'est classe, bravo. Bon, ça va, on vous fait pas chier, là. Non, c'est sûr, je... Et à partir de là, l'harmonie peut commencer à s'établir. Il n'y aura jamais d'harmonie avec des gens qui n'ont pas de dignité et qui ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre et qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Non. Il n'y aura qu'un monde de jalousie, d'emprise, de manipulation, d'instrumentalisation. L'ego, c'est ce qui fait de toi un être conscient avec de l'individualité, avec un pouvoir de t'exprimer, donc un pouvoir de devenir créateur. L'ego, c'est divin en tant que tel, pour utiliser un terme bien pourri, mais histoire de remettre les choses à leur place. Il n'y a rien de plus divin que l'ego. Mais tant que l'humain, il ne sait pas dire non, bien, il continue d'être abusé. Tant qu'il n'arrive pas à sortir par lui-même de sa torpeur, c'est-à-dire que tant que sa matière noire prend le dessus sur lui, comme ça a été le cas avec Loupiote, quand sa matière traumatique a pris le dessus sur elle, elle était devenue encore plus une chose qu'elle l'était avant. Ben, tant que l'humain ne peut pas devenir maître de cette matière noire, il ne peut pas devenir un créateur. Et si cette matière noire, elle rentre en nous, c'est pour qu'on ait une matière première pour devenir créateur. Et c'est quand tu commences à parler
à exprimer la souffrance en chopant cette fréquence de sincérité, que tu commences à pouvoir mettre en vibration cette matière noire et créer des mondes. Tout le monde est abusé, tout le monde a de la matière noire. C'est comme ça. Dieu, s'il existe, est cruel. C'est le plus gros psychopathe qui puisse exister. Ah, mais ça, ce que je dis, ça pourrait en traumatiser plus d'un, non? C'est que les gens sont déjà traumatisés, en fait. Le trauma, il a lieu dans l'enfance. Tous les traumas ont lieu dans l'enfance, quand ton système psychique, il n'est pas formé. Après, quand ton système psychique est équilibré, tout ce que tu entends, il n'y a rien qui peut te traumatiser en tant que tel. Tu vas avoir, en fait, une sorte de, comment dirais-je, de système de gestion de l'information rodé qui fera que tu ne pourras pas être perturbé par ce que tu vois ou ce que tu entends. Il n'y aura que ton orgueil qui pourra être perturbé, et ça sera une bonne chose. Et là, j'ai vu des vidéos hier, mais c'est terrible. C'est un truc qui est à la mode en ce moment, parce que l'horreur est partout. C'est-à-dire que les gens dénoncent l'horreur des élites, comme ça c'est un truc bien abstrait, qui est en fait support à tous les fantasmes, mais ils ne voient pas que l'horreur est dans le quotidien. Il y a une application qui fait que quand tu commences à sourire, ta tête se transforme en cheval, et tu mets à faire un bruit trop chelou, genre comme ça. Et le jeu en ce moment, vous savez ce que c'est? C'est de faire un miroir comme ça et d'activer cette application. Le parent commence à rigoler, il y a une tête de cheval, le gamin donc regarde le téléphone et il voit que son parent, il a une tête de cheval qui lui pousse et qui se met à faire un bruit trop chelou. Comme dans David Lynch avec l'image du poney qui hurle au début. Et le gamin et la plupart, alors ceux qui sont là, ceux qui pleurent et qui crient, ça va, mais il y en a, ils disent rien. Mais tu vois qu'ils sont pas là, qui sont dissociés par le papa, maman qui est là, qui fait une blague, il croit faire une blague, il croit c'est drôle, ça le fait marrer, le parent, son gamin, ça le fait marrer. Il est en train de le dissocier, ça l'éclate, tellement qu'il est perché, tellement qu'il est inconscient. C'est l'inconscience. Et tant qu'il n'y aura pas des humains avec de l'ego, ça veut dire avec une agressivité nécessaire, suffisante pour être intelligent et pour mettre toute cette matière, toute cette instrumentalisation occulte à jour, mais ça continuera. Et ça va continuer encore pendant des milliers d'années, vu le niveau d'abrutissement, vu le manque d'intensité. Moi, je me sens mieux avec des gens en colère. Même des gens qui déportent leur colère sur des trucs, voilà, et qui parlent de trucs réels. Par exemple, dans cette vallée, ici, il y a quelques années, il y a un paysan qui a attrapé une louve, qui l'a égorgée et qui l'a pendue devant la mairie. En 2022, enfin, ou 2020, il y a des choses qui se passent comme ça dans les vallées. Non, il y en a qui sont là à parler d'éveil, d'ascension et tout. Non, 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 non. L'humain est à 99% gouverné par son inconscient. Donc son inconscient, c'est quoi? C'est que de la peur et de la souffrance qu'il a gardé et qui s'est transformé en monstre à l'intérieur. Tout le monde a ça à l'intérieur. C'est pour ça que tu donnes de l'argent et le pouvoir à n'importe qui et en une semaine, c'est la fin du monde. Les gens ne s'appartiennent pas à eux-mêmes parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes et ne dialoguent pas avec eux-mêmes. Ils sont coupés avec eux-mêmes, donc il y a leur force. Donc ils donnent en apparence l'air de se tenir parce qu'en fait ils sont flippés, parce qu'à l'intérieur ces bestioles c'est que de la peur. Ils sont flippés du regard des autres. Donc pour le regard des autres, elles se tiennent, elles ont un boulot respectable. Mais le jour où c'est l'apocalypse, c'est n'importe quoi, chacun pour sa gueule, ça veut dire chacun pour ses bestioles. Et pour manger, tu prends un fusil, tu butes ton voisin. C'est ça la réalité occulte de ce monde. Et toutes ces nanas qui sont là en mode, moi je suis parfaite, je suis toute propre. Non, non, mais je suis ça. Il n'y a rien de plus obscur que cet attachement au paraître. Parce que tant que la personne, elle ne va pas à l'intérieur d'elle-même, puiser dans sa souffrance, et tant que la personne, elle n'affronte pas la honte que lui inspire sa souffrance, la honte que lui inspire sa peur, alors c'est quelqu'un d'obscur. C'est quelqu'un de pas net.
c'est quelqu'un d'arrogant, ou quelqu'un de fuyant, quelqu'un d'orgueilleux et de puant. C'est la dernière fois que je vois sur cette chaîne utiliser le terme de pédophilie. La prochaine fois qu'il y en a un qui l'utilise, je lui fais bouffer sa honte par son trou de balle. Allez voir l'enfant violé en vous, parce que chaque jour, vous ne faites pas cela. Vous nourrissez vos forces d'instrumentalisation et vous êtes complice de ces dernières. Et vous êtes potentiellement quelqu'un qui peut faire du mal aussi à un enfant. Pour pouvoir transformer cette matière noire, il y a besoin de colère. Il y a besoin d'agressivité. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé avec Loupiote hier. C'est le Husky avec son agressivité de Husky. Les Husky, c'est quand même des chiens qui ont du, comme on dit, qui ont du gaz. Il était dans la domination avec elle, dans le jeu, hein, mais il lui mettait la patte dessus pour lui montrer, voilà. Donc c'est ça qui lui a permis de sortir de sa torpeur. Parce que, en fait, si vous voulez, si tu crois que c'est juste l'accueil, tu vois, de la douleur, de la souffrance, en fait, tu vas l'entretenir, ton mal-être. C'est pour ça que je parle de transformation. Il y a besoin d'accueillir la souffrance, mais de la transformer. Si tu crois que, oui, alors voilà, je vais rester comme ça, parler des choses, tu vois, t'es comme les petites vieilles, les bigotes, là, qui sont là, toute ta vie, tu seras comme ça, quoi. Je me posais la question, combien de temps ça peut durer, ça, que l'enfant soit dissocié, qu'il y ait de la matière noire qui rentre en lui, qu'après il ait besoin de parler, de cracher, d'être dans la colère pour transformer tout le bordel. Eh ben, ça, parce que, je veux dire, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Le but, c'est que l'intelligence puisse faire son chemin. Parce que ça, c'est un mode, quand même, de développement qui est... Enfin, je sais pas comment dire. C'est un mode c'est une mode de progression très primaire, primitif et hyper brutal. Donc en tant que tel, c'est pas intelligent, enfin, c'est violent. Et la violence en tant que telle, c'est pas intelligent. Mais c'est nécessaire d'avoir t'es obligé d'avoir une certaine agressivité pour transformer toute la violence qui est rentrée en toi. Mais donc, du coup, je me disais, mais combien de temps ça va durer? Ben, en fait, c'est jusqu'à ce que la conscience... Parce qu'il faut que la conscience fasse son chemin dans l'humain. Parce que pour l'instant, elle n'est pas là, la conscience. Les humains sont comme des bestiaux. Ils n'ont pas conscience du fait d'être en vie. Ils n'en ont pas conscience du fait d'être en vie. Ils sont que dans le respect des choses, des valeurs. Tu vois, genre... Ouais, ils vont tu vois, tu vas leur dire, t'as pas conscience d'être en vie, ils vont te dire, ah mais si, hein, j'ai conscience de la chance que j'ai hein, d'être en vie, d'avoir une famille, hein, d'avoir une maison, hein, et je respecte les gens et les choses. Bon, il fait pas la différence entre les choses et les gens déjà, parce que bon, il mélange tout. Voilà, il va te parler de notions, de respect, de valeurs, enfin de l'antivie en fait. Et il va te dire qu'il respecte la vie alors qu'il est dans l'antivie. Et justement, ce dont je parle quand je parle du terme pédophilie, qui est utilisé pour désigner le viol de l'adulte sur l'enfant. Là, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'il y a de plus de l'expression même de la contradiction. Et donc de la dissociation. Parce que tant que tu es dissocié, tu n'as pas conscience que tu ne parles que de choses contradictoires. Tu n'as pas conscience déjà de la contradiction qui est même dans certaines expressions, dans certaines façons de parler.
tant que t'es pas devenu un destructeur des formes pensées, tu nourris tout le temps des trucs totalement contradictoires. Pourquoi personne ne dit le mot pédophilie correspond pas? Il y en a peut-être qui le disent. Mais en tout cas, les lanceurs d'alerte, là, ils le disent pas, eux. Non, non, ils nourrissent le système, ils nourrissent la perversion. C'est eux les instruments du pouvoir. C'est eux qui répandent toutes les thèses qui sont les plus délirantes, qui sont l'expression des fantasmes des élites. C'est eux qui font le boulot. Donc, tant qu'il n'y aura pas des humains qui arrivent au monde, des enfants qui arrivent au monde, avec déjà la conscience, avec de la conscience qui arrive, en fait c'est ça, c'est que plus ça va aller, plus il y aura des humains qui arriveront tôt avec de la conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec le savoir, la chance qu'ils ont d'être en vie, d'être en vie, et le feu. Une conscience d'eux-mêmes, donc forcément le feu. C'est-à-dire que il n'y aura plus aucune possibilité que le moindre système de culpabilisation prenne sur eux. Et en fait, ce qui se passe, moi, ce que j'ai observé sur moi, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne si bien dans la relation parent-enfant, c'est que le parent, lui, il a toutes les armes. Lui, il sait parler, enfin, il sait parler, il croit qu'il sait parler, il a de l'argent, il a des biens, il a des choses. Il est déjà le patron dans ce monde de matière, dans le monde de Satan. Il est déjà le patron. Et le gamin, lui, il arrive, il a rien. Il a rien. Il sait pas parler, il a rien fait encore, il n'a pas fait ses preuves. Donc, tout le système de culpabilité va être basé là-dessus, sur toi, t'as rien fait, faut que tu fasses tes preuves, je te ferai confiance quand tu auras fait tes preuves. Mais vous voyez comme c'est pervers. Le parent, il attend que l'enfant fasse ses preuves. Parce que le parent, lui, il a tellement honte de lui-même, il s'est tellement pas fait ses preuves, il est tellement une ombre, il est tellement l'ombre de lui-même qui fout déjà la pression au gamin, il l'empêche d'être dès le départ. Et il va l'aimer, il va lui faire des sourires quand l'enfant sera bien une belle petite chose. Donc il fera des beaux sourires. Quand l'enfant va faire des beaux sourires, là il va, ah c'est bien. Voilà, et tous les encouragements vont être basés sur la forme. Quand l'enfant fait bien dans la forme, c'est bien. Voilà comment il devient un objet. Mais quand l'enfant fait du bruit, il fait quoi? Quand il pousse un cri, quand il saute sur des trucs qui font BAM, quand il prend une pierre, il casse, quand il il prend des graviers, il les jette sur une vitre, ça fait bang. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du son, il touche à la matière, à la vibration, et il veut voir qu'est-ce que ça a d'effet sur son environnement. Je les ai observés, les enfants, moi je vois comment ils font. Pourquoi ils font ça? Pour faire remonter, quand ils voient qu'il y a une bestiole dans le parent, quand ils voient qu'il y a une peur dans le parent, ils vont y aller. Quand ils voient que le parent, quand ils sentent que le parent il a peur, que quand l'enfant il s'approche de tel endroit, il va y aller à cet endroit. Les parents ne voient pas que les enfants ils oublient qu'ils sont sortis d'eux, qu'ils sont liés, complètement connectés à eux, et que c'est que du retour miroir. Quand tu as eu un chien, tu le sais, ça, tu le vois, en fait. Quand tu as eu des animaux, ça, tu le sais, en fait. Mais avec l'enfant, tu le sais plus, en fait, on dirait, mais c'est pareil. Donc, tu as de la peur, le gamin va te faire un truc qui te fout la trouille. Il y a des parents qui ont élevé leur enfant dans un... Je sais plus dans quel pays, c'est en Éthiopie ou je sais pas, c'était des anthropologues, c'est Tipeee. Il la laissait faire ce qu'elle voulait. Elle faisait des câlins aux crocodiles. Elle courait dans l'eau sur les crocodiles, comme dans le livre de la jungle. Elle faisait des câlins aux lions. Elle n'a jamais eu un seul problème. Mais quand il y a de la peur, alors là, catastrophe. Catastrophe. Et le truc, c'est... Bien sûr, il ne s'agit pas d'être inconscient, parce que tu es inconscient, ça n'empêche que tu as de la peur. Tu n'as pas conscience d'avoir de la peur.
En fait, l'état de conscience, c'est que... enfin, l'état de conscience, c'est de la merde, mais il y en a qui sont dans l'inconscience, qui croient qu'ils n'ont pas peur et qu'il leur arrive des merdes. Tu dois être transparent vis-à-vis de toi-même. Te faire croire à toi-même que tu n'as pas de peur alors que tu en as, de toute façon, tout le monde en a, et bah forcément, ça va te faire avoir des catastrophes. Ou le mec, il s'enfile une bouteille de whisky, bon, bah, il a plus peur, t'as vu, mais il va se casser la gueule, il va se faire décloter la gueule. Mais notre ennemi, il est à l'intérieur, c'est la peur. Et en fait, ce que je vois, enfin, ce que je perçois, c'est que nous, les humains, nous devons apprendre à maîtriser cette matière, comme je dis, la matière noire, cette matière de peur qui est en nous. Nous devons, notre travail, à l'heure actuelle, c'est d'apprendre à maîtriser cette matière invisible. Tant que nous n'arriverons pas à maîtriser pour nous-mêmes d'abord cette matière, et ça ne veut pas dire la contrôler, ça veut dire la transformer, faire avec, mais faire avec... Par exemple, moi, je me déclenche, par exemple, imaginons que je fais la sieste, et je veux faire la sieste, genre 3/4 d'heure, pas plus. Eh bien, juste vers la fin de ma sieste, je vais m'auto-déclencher un léger stress dans le corps pour avoir l'énergie suffisante pour faire ce que j'ai besoin de faire. J'arrive à me déclencher le stress quand j'ai envie, en fait. Si je dois me lever super tôt, à 5 heures, pour aller faire de la route, et voilà, machin, ou je sais pas quoi, je vais me déclencher du stress. Tout ça, c'est ça qu'il faut apprendre, en fait, à maîtriser. Parce qu'en tant que telle, cette matière noire, comme je le dis, je le répète, mais elle a une fonction. C'est du pétrole. C'est de la matière première. Si on n'avait pas, en fait, on serait même pas, on serait pas animé. Même ce qui anime les animaux, c'est les instincts, les peurs, toutes ces choses-là. Mais nous, on doit les maîtriser. Sans les fuir. C'est ça qui est subtil. Parce qu'il y en a plein qui, vis-à-vis de leur peur, les contrôlent, leur peur. Non. La peur, c'est comme la souffrance, elle doit être accueillie. Et accueillie, ça veut dire que tu dois oser aussi, autant que la souffrance, l'exprimer, cette peur. Et c'est ça qui est... Putain, les gens sont handicapés parce que, tu vois, les enfants, ils ont peur. Comme dans l'exemple que je vous ai donné avec l'application. La plupart, ils sont là... Ah, mais il y en a, dissociés, ils n'y arrivent plus. Et à partir du moment où l'enfant, il n'arrive plus à crier quand il a peur, tout le monde passe par là. Hein. Tu cries plus quand tu as peur. Il garde. Et là, il va nourrir un monstre à l'intérieur énorme. Et donc, c'est ça qu'on doit aussi réapprendre, c'est crier la peur. Allons crier la peur. Tu la cries souvent, ta peur, toi ? Combien de gens, quand j'ai commencé à parler du cri, il y en a qui sont venus avec leur orgueil me dire « Oui, moi, tu sais, j'étais comme toi. À une époque dans ma vie, j'ai eu besoin de crier. Comme toi, tu as eu besoin de crier. » Genre, ouais, moi, t'as vu, je suis passée avant, tu m'apprends rien et tout. Mais ça pue la merde, cette façon de me parler, tu vois. Et en fait, je les entendais encore plus hurler que les autres, ceux-là. Parce qu'ils avaient renforcé leur système de contrôle. C'est pour ça que je parle de l'importance de libérer la force sauvage. Le cri, ça peut prendre plein d'aspects. C'est notre mode d'expression premier. Alors ceux qui viennent me dire « Oui, moi j'ai crié, j'ai eu besoin de crier. » Ouais, eh bien j'entends juste quelqu'un qui hurle de l'intérieur, mais qui a tellement honte de sa souffrance qu'il a besoin de se rendre irréprochable en disant qu'il l'a fait ci, fait là. Mais c'est du passé en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout du passé ? Personne ne peut avoir suffisamment crié. Ça crie pas. Il n'y a que les enfants qui crient, qui se permettent de crier, ou bien les supporters de foot, ou bien les crises de couple, les trucs qui servent à rien. Les crises de couple, tu cries avec ton compagnon, c'est pour vous prouver que vous vous aimez, en fait. C'est juste pour vous aimer que vous criez, pour remettre le feu parce que vous étiez mort. Voilà, c'est tout.
cri, c'est comme la parole. C'est intime. C'est intime. C'est hyper intime le cri. C'est pour ça que j'ai du mal à faire crier les gens, parce que les gens n'ont pas d'intimité avec eux-mêmes. Du fait de la honte. Du fait que tu as de la honte, tu n'as pas d'intimité avec toi. T'oses pas dialoguer avec toi, t'oses pas crier. Même faire caca dans les bois, il y en a qui osent pas. Voilà pourquoi on est des handicapés à ce point. On n'arrive pas à faire caca dans les bois, on n'arrive pas à crier, on n'arrive pas à parler avec nous-mêmes. On n'a que des comportements de bestioles. Des comportements trop bizarres que les animaux, quand ils nous regardaient avec une conscience, là, ils disaient, ah, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Mais qu'est-ce qu'ils sont? Heureusement qu'ils s'en battent les couilles. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas de jugement moraux. Bah oui, parce qu'un jugement moral, c'est tout ce qu'il y a de plus tordu.